De 1940 à 1943, l'Afrique du Nord devient l'un des théâtres les plus durs de la Seconde Guerre mondiale. Britanniques, puis américains, y affrontent les forces allemandes et italiennes, dans un décor qui tue déjà avant même le premier tir. La chaleur, la soif, le sable, la distance, tout travaille contre les hommes. Pourtant, l'enjeu est énorme. Les ressources pétrolières et le canal de Suez, deux leviers vitaux pour la suite de la guerre. Dans ces étendues ouvertes, les blindés se cherchent, se piègent, se contournent. C'est une chasse mobile, brutale, où chaque camp tente de devancer l'autre, de frapper plus fort, et surtout d'occuper le bon point avant l'ennemi. Pour comprendre ces combats, il faut d'abord oublier la carte et regarder le sol. Le désert impose ses règles. Le jour, le soleil peut pousser la température vers 50 degrés Celsius. La nuit, le froid tombe parfois sous zéro. Mal protégé, un soldat peut mourir sans avoir vu l'ennemi. Dans ce monde, l'eau vaut parfois plus qu'un canon. Il faut la trouver, la transporter, la garder propre. Les bidons britanniques résistent mal au terrain, au point que les Alliés copient le modèle allemand, devenu célèbre sous le nom de jerrycan. On tire aussi des conduites, on envoie des camions-citernes. Mais ces véhicules deviennent aussitôt des cibles de choix. Couper l'eau à une unité ennemie, et quelques jours peuvent suffire à la briser sans grande bataille. Mais le désert donne en échange une matière inépuisable, le sable. Il entre dans les yeux, la bouche, les poumons, les vivres, les gourdes. Il ronge les armes, les chars, l'artillerie, les véhicules, jusqu'aux montres et aux boussoles. Les moteurs, dans ces conditions, durent bien moins longtemps qu'ailleurs, parfois 5 fois moins. Puis viennent les tempêtes. Elles surgissent vite, effacent les pistes, changent le paysage. Les convois roulent serrés pour ne pas se perdre, guidés au compas, avec une visibilité presque nulle. Et cette formation compacte est un cadeau pour l'artillerie ou l'aviation. Même quand le sable retombe, le désert trompe les yeux. La chaleur fait vibrer l'horizon, déforme les distances, brouille les silhouettes. Un véhicule semble avancer, puis il paraît immobile. À moins que ce ne soit qu'une carcasse de char à 1 kilomètre. Le terrain, lui, alterne entre sols pierreux, crêtes dures et dunes, souvent impraticables pour les engins. Comme le front est immense et ouvert, les mines prennent une place massive. Les tempêtes déplacent parfois le sable au point de rendre les champs de mines méconnaissables, avec des dangers qui subsistent longtemps. Les détecteurs apparaissent, mais les premiers modèles inspirent peu confiance. Alors on sonde la terre à la baïonnette. Travail lent, nerveux, souvent confié aux prisonniers. À ces prisonniers, on faisait parfois comprendre que ceux qui avaient posé les mines devaient maintenant les enlever. Pour l'infanterie, le repos n'en est presque jamais un. On vit sous la tente, ou directement à ciel ouvert, brûlé le jour, glacé la nuit. Le manque d'eau rend l'hygiène presque impossible. Les maladies de peau, les poux et d'autres parasites deviennent ordinaires. Au moment de manger, ou simplement de chercher un peu de fraîcheur, les mouches arrivent par nuées et gâchent le moindre répit. Scorpions et serpents venimeux complètent le décor. Pendant les 3 années de campagne, les soldats britanniques ne rentrent pas en permission. Au mieux, il reste le Caire, Alexandrie, ou un bain de mer près de la côte. La plupart des jours, survivre au désert suffit déjà. Puis le combat arrive, et la peur immédiate remplace la soif. Sans abri naturel, les 2 camps creusent, fortifient, barrent le terrain. Barbelés, champs de mines, tranchées, abris dans la roche ou le sable, tout se prépare sous un soleil écrasant. Des milliers de sacs de sable sont remplis, encore et encore. Les pièces anti-aériennes et anti-chars doivent rester prêtes, car personne ne sait d'où viendra le prochain coup. Après l'eau, l'autre liquide vital, c'est le carburant. Les divisions blindées et motorisées en dépendent entièrement. Les lignes de ravitaillement deviennent donc des proies, frappées par les patrouilles profondes et par les attaques aériennes. Les Britanniques emploient même le Long Range Desert Group, capable d'opérer loin derrière les lignes ennemies et de survivre seul dans le désert pendant des semaines. Mais le supplice n'est pas réservé aux patrouilles. Dans un char, la chaleur devient presque physique. Imaginez une voiture en plein soleil, vitres fermées, sans climatisation. Ajoutez une coque de métal, un moteur, l'hydraulique et le désert autour. Les équipages peuvent frire des œufs sur le blindage extérieur. À l'intérieur, l'air circule mal, la claustrophobie s'ajoute au risque d'insolation, et le sable bouche la vue. Parfois, l'ennemi n'apparaît qu'à très courte distance. Les combats deviennent confus, désorientants, avec des pannes fréquentes provoquées par la chaleur et la poussière. Dans ce désert ouvert, l'aviation compte énormément. Elle repère les mouvements ennemis, puis frappe les chars, l'artillerie et les colonnes presque sans couverture. Les bombardiers en piqué et les chasseurs bombardiers inspirent une vraie peur, qu'il s'agisse du Stuka côté Axe ou du P-40 Warhawk côté allié. Au sol, chacun cherche à disparaître. On peint les véhicules couleur sable, on camoufle les positions,
On ment aux yeux de l'adversaire. Des chars sont déguisés en camions, des camions en chars. De faux blindés, de faux avions et même de faux terrains d'aviation servent à brouiller les estimations. La poussière devient aussi une arme. Soulevée exprès, elle peut faire croire à un mouvement de troupes. Rommel, par exemple, attaque parfois sur un large front. Dans le désert, même les moteurs d'avions montés sur des camions devenaient une arme de tromperie. Ils soulevaient des nuages de sable, assez pour faire croire à une attaque bien plus massive. Pendant ce temps, les colonnes traçaient de grands arcs, puis viraient brusquement, afin de brouiller les prévisions alliées. Jour après jour, ces hommes tenaient au-delà du supportable, happés par une épreuve physique et mentale sans répit.